Vos identités pour commencer Alors, mon nom civil c'est José Sareva, Oui, et dans la pièce je suis Sander, oui, le père de la jeune fille oui, possédée. le malheureux père. Et vous, vous êtes Delphine? Alors, oui, je suis Delphine André, Ouais. comédienne, chanteuse et modèle. Et dans la pièce Le Divo de Chalansky, je joue Léa, Léa, c'est ça. la fille de Reb Sander, qui est donc l'homme le plus riche du village. Et qui est ici, justement. Donc, c'est pour ça qu'on vous interviewe tous les deux. Alors, moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est d'avoir le. J'ai déjà interviewé Paul et puis Monsieur Marzouki. Et effectivement, le point de vue de la femme, parce que vous êtes l'élément féminin majeur de cette pièce. Euh, Est-ce que donc vous jouez à la fois vous jouez deux personnages en fait. Vous êtes à la fois Léa et Ronen. Vous êtes à un moment donné vous êtes transformé en Ronen et donc votre psychologie est complètement différente. Vous passez de la fille très comme ça très modeste à quelqu'un de très excité, de très agressif. Euh, ça n'a pas été spécialement difficile à jouer cette transformation. Non, après c'est un rôle de composition. Ça reste le Divo, alors que bon, évidemment, Léa, c'est déjà plus proche de moi. Mais c'est vrai que quand on est comédienne, il faut absolument avoir une palette pour pouvoir interpréter des personnages très différents. Et c'est très intéressant justement dans cette pièce de pouvoir jouer dans la même pièce deux rôles aussi opposés. Alors vous êtes, alors vous le père, vous changez aussi également de statut parce que à un moment donné vous devenez l'accusé. Enfin vous êtes, il y a quelque chose de votre passé qui va émerger. Et ça, c'est pas facile à vivre, ça. Tout à fait. En fait, je suis l'homme le plus riche du village, je suis un notable, sans doute le plus important du village, et je n'ai pas du tout le statut d'accusé au départ dans ma vie, et c'est mon passé qui me revient au galop, à cause de cette promesse que j'ai pu faire, étant adolescent avec mon meilleur ami, Wilson. Cette promesse que je n'ai pas tenue parce que finalement le désir d'avoir de l'argent et de permettre à ma fille d'en avoir davantage en faisant un bon mariage a primé par rapport à mes promesses. Cette notion de promesse, elle est très importante dans le judaïsme, quelque part. Parce que à Kippour, il faut demander à se délier de ses promesses. Enfin, il y a tout un blinéder, je sais pas quoi. En fait, dans la culture juive, on ne fait pas d'écrit. La parole vaut tous les écrits du monde et toutes les signatures du monde. Donc la promesse a un rôle très symbolique. D'autant que la période pour laquelle j'ai fait cette promesse est une période nuptiale et je l'ai fait sous le Badaka, c'est-à-dire à la synagogue. Donc je suis complètement tenu par cette parole. C'est en fait comme si j'avais juré, puisque je l'ai fait. Je n'ai pas tenu une parole que j'avais donnée dans une synagogue sous le Badaka. Même si elle n'a pas été complètement entérinée, paraît-il. Oui. Même si elle n'a pas été complètement entérinée, elle a été faite devant Dieu, devant l'Éternel. Et en fin de compte, l'enfant est né après la mort de son père. L'enfant est né après la mort de son père. Et en fait, je n'ai pas voulu savoir que sa femme a eu un enfant parce que, à la cause de la mort À la de limite, ce vous père, ne saviez même pas que sa veuve avait eu un enfant. En fait, je m'en suis désintéressé inconsciemment. Voilà. Et vous-même, alors, Delphine, vous aviez, dans le personnage, avez reconnu ce garçon qui venait à la table de votre père comme quelqu'un qui devait compter pour elle, mais vous ne saviez pas pourquoi. Oui, il y a, je pense, comme on pourrait appeler un coup de foudre entre les deux jeunes gens. C'est cette visite qui dure apparemment Rodin est invité tous les samedis à déjeuner donc, chez Alexandre avec d'autres élèves de l'école rabbinique et donc voilà, Léa est présente, est-ce qu'elle parle, peut-être pas, mais enfin, les regards sont échangés et il y a une histoire, enfin en tout cas un amour naissant qui est né à ce moment-là au fil des mois. Il y a une ambiguïté parce qu'ils s'aiment, mais en même temps ils s'aiment parce qu'ils doivent s'aimer quelque part. Il y a une dimension mystique en fait, et qu'on sent bien que derrière cet amour naissant, il y a la mise en œuvre de forces et des enjeux. Passe, Oui.
qui font que le destin doit s'accomplir. Oui. Malgré la mort de Nissan, le destin qui était de les réunir tous les deux doit s'accomplir. Et on sent vraiment le mysticisme qui s'installe à ce niveau-là, au niveau de la pièce, et qui fait que les deux se reconnaissent dans leur inconscient, dans leur spiritualité. Oui, et vous-même, vous aviez assisté à cet amour dans la pièce? Vous aviez vu que votre fille était amoureuse de ce garçon? Non, cette chose m'était complètement étrangère. Même pas. Il découvre, il se souvient de sa promesse à partir du moment où elle dit, Ronan, à travers son corps, lui dit qu'il est joint au corps qui lui était destiné. Ah, oui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il prend conscience, qu'il se rappelle au souvenir de la promesse qu'il avait faite. Oui. Et cette promesse, il vient à l'exprimer au moment où il se prépare à être jugé. Et là, il avoue ce souvenir de ce qu'il avait promis. C'est cela. Mais en même temps, la décision du rabbin n'est pas respectée par le père de Ronen. Il ne donne pas son accord quelque part. Alors, il y a deux étapes. D'abord, il ne donne pas complètement son accord Pourquoi, au rabbin parce qu'il est encore très en colère par rapport à Sander. Il est très en colère que son fils n'ait pas eu celle qui lui était promise. Mais en même temps, à la fin de la pièce, on se rend bien compte qu'il va quand même œuvrer pour que son fils quitte le cœur de la Vierge, puisqu'elle le dit. Même mon père travaille à ce dessin. Alors, il y a une question qui est revenue dans mes interviews avec les personnages qui ont joué. C'est comment ça se termine, à votre avis, la pièce? Parce que finalement, à votre avis, est-ce qu'ils vont se retrouver unis dans la mort, par exemple, Delphine Léa? Oui, alors... Le spectateur ne le sait pas très bien. Il y a une première lecture, il meurt, et puis on présente une sorte de ratage. Et puis, avec une deuxième réflexion, on se dit, mais finalement, peut-être pas, peut-être que ça s'est pas si mal terminé que ça. Comme si Léa et Ronan étaient deux âmes promises l'une à l'autre, c'était écrit, en tout cas, ils devaient être réunis soit dans la vie, soit dans la mort. Et voilà. Ça devait arriver d'une façon ou d'une autre. Donc, Ronan, il étudie la Kabbale, il étudie le Talmud, et puis finalement, il en appelle le démon se trouvant impuissant face à l'autorité d'un père. Et donc, ne pouvant épouser sa bien-aimée, il préfère mourir et il demande aux forces du mal de l'aider à conquérir la Vierge, enfin en tout cas à pouvoir la rejoindre dans la mort, puisque dans la vie, il n'a plus... Oui, mais en fin de compte, dans la mort, les choses ne sont pas non plus si simples que ça. Puisque d'après ce qu'il dit, il y a aussi des choses pas très faciles de l'autre côté à vivre. Est-ce que vous avez une vision optimiste de la fin de cette histoire? Le destin de ces deux êtres se trouve enfin réunis par la mort physique de Léa. Et donc ce sont deux entités spirituelles qui vont se retrouver au-delà de la mort pour être réunies. Parce que cette promesse de les réunir, c'est une promesse qui a été faite devant l'Éternel. C'est ça qui est important. Et une promesse faite devant l'Éternel doit être tenue. Et si elle n'est pas tenue sur cette terre, ici-bas, elle est tenue au-delà. On a l'impression que vous parlez, vous croyez à ce que vous dites, on a l'impression. Hein? Donc, je veux dire que quand vous dites ça, l'Éternel, on a l'impression que c'est vrai, ça correspond à votre conviction profonde en tant qu'homme. Ce que vous dites, non? On a l'impression. C'est pas uniquement le monsieur Sander. La vérité, je la garde pour moi. Oui, d'accord. Enfin, en tout cas, vous en parlez de manière très, très, très convaincue. Hein. Donc, finalement, c'est comme ça que vous voyez les choses. Et vous-même, Delphine, vous êtes proche du judaïsme ou complètement étrangère à ce monde? Non, ni proche ni éloignée, très intéressée par cette question. Est-ce que vous avez assisté, j'ai demandé ça, est-ce que vous avez assisté à des... est-ce que vous êtes allé voir dans les synagogues comment ça se passait, comment les gens se comportaient personnellement, j'ai eu la chance d'aller prier en synagogue le vendredi soir. Voilà. J'ai eu la chance aussi de prier, de chanter en hébreu. Oui. Et donc, oui, moi je suis très proche de la religion juive. Et je suis probablement d'origine juive.
de par mon père, par la racine de mon nom. C'est une racine de juif converti. Rappelez-le, votre... Sareva. Voilà. Sareva est un nom de juif converti Oui. De la péninsule ibérique. Donc finalement, pour rebondir sur la pièce, il y a aussi quelque chose de votre histoire qui pèse sur vous quelque part. Absolument. Et qui vous amène à jouer cette pièce. Absolument. La pièce est très belle en soi, hein, mais elle fait résonance dans mon histoire, Oui. dans mon histoire Oui. personnelle, dans mes histoires de mes ancêtres, puisque mes ancêtres ont dû cacher leur religion. Ce qu'on appelle les maranes aussi. Maranes, les cochons en espagnol. Oui, oui, maranos. Pour ne pas être persécutés par Élisabeth, la très catholique. Et ils sont restés dans le catholicisme jusqu'à aujourd'hui. Enfin, ils sont. Absolument. Ah oui, c'est ça, oui. Et alors, vous, Delphine, est-ce que c'est un beau roman d'amour, cette pièce, ou comment vous vivez ça? Oui, c'est à la fois un beau roman d'amour, mais c'est surtout, c'est une pièce qui fait bien sûr penser à la pièce de Shakespeare, Roméo et Oui. Juliette, il y a quand même plusieurs points communs entre les deux pièces. Et puis, oui, il y a aussi toute cette dimension spirituelle, mystique, qui est vraiment très attirante et il y a une atmosphère dans cette pièce. Je pense que les spectateurs l'ont ressenti, pas tous ceux qui sont venus voir la pièce, ont ressenti qu'il y avait quelque chose de sacré, de mystérieux, et à la fois dans le texte, il n'y a jamais de traduction, mais il y a quand même des phrases qui sont très profondes et on ne l'oubliera pas. En tout cas, maintenant qu'on a joué cette pièce, c'est vrai que ça m'a marqué, je ne sais pas quelles seront les autres pièces dans lesquelles je jouerai, mais c'est Oui. quelque chose qui restera. Oui, ça va rester, ça va continuer. Oui, ça va marquer. Le souvenir Oui. de ce très beau rôle et vraiment très belle découverte. On est aussi bien. Donc je remercie Jean-Marc Sauve de nous avoir fait découvrir cette pièce. Et nous avons également eu la chance de voir le film. Oui, qui a été vous l'avez vu tourné ensemble, en 1937. Oui, vous l'avez vu tous ensemble. l'adaptation de Oui. cette pièce. Et le film est magnifique. Des chants, des musiques. Avec des effets spéciaux qui n'existent pas ici, évidemment. Oui. Oui. Mais alors, finalement, il dit une chose assez remarquable, votre fiancé, enfin, si on peut dire. Il dit que à un moment donné, il dit la femme, c'est à la fois un être qui peut nous tenter, et à la fois, c'est fondamental pour un homme de réussir son couple. Donc il y a cette double dimension, à la fois de cette ambivalence de la relation à la femme. En fait, à la femme et au péché, finalement, puisque l'homme se doit de s'écarter de toutes les tentations Oui. qui l'emmèneraient vers le péché, et en même temps, Et- il se doit de se rapprocher de la plus grande des tentations qui est la femme. Voilà. C'est ça le côté paradoxal Oui, oui. et le côté tout à fait merveilleux de cette pièce, qui est effectivement universelle. On dit c'est la culture juive qui s'exprime, mais finalement, Oui. ce Roméo et Juliette, cet amour contrarié des Italiens, c'est l'amour contrarié de beaucoup de personnes dans des castes en Inde, par exemple, où les démariages posent un problème, Oui. dans les familles bourgeoises avec les personnes populaires, entre les moudjiks et les tsaristes, il y a toujours ce côté où un mariage, où l'amour qui est transcendant peut être contrarié par les coutumes ou les us sociales qui les entravent. Oui, bien sûr. Et alors là, effectivement, on est dans une société où les parents décident carrément pour leurs enfants. C'est une société qui n'est pas caractéristique du système yiddish, qui existe aussi. Oui. Il y a les marieurs les dans le monde, dans le shtetl. dans le monde maghrébin qui existe Oui, également. oui. Mais qui malheureusement perdure. Et c'est pour ça qu'il y a l'universalité de ce Roméo et Juliette, de ce Dibouk. Et c'est pour ça qu'il touche tout le monde, quelle que soit sa culture d'origine. Alors, pour terminer, j'avais embrayé avec M. Marzouk. Est-ce que vous connaissez le golem? Vous avez entendu parler du golem? Oui. Qui est un autre grand thème cinématographique et théâtral, qui est également très mystérieux, puisque c'est un personnage qui n'est même pas vraiment complètement humain, mais alors, c'est un personnage qui est fabriqué par l'homme, un peu comme un Frankenstein juif. C'est le Frankenstein juif, on pourrait le dire comme ça, qui s'exprime pour nous faire épier tous nos péchés, qui a un rôle très important dans la structure de la culture juive, qui a été identifié au nazisme également.
ce golem. Mais là, on est plutôt sur l'amour que la haine. Oui. C'est surtout l'amour qu'il faut retenir. Oui, bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux. Voilà.